Bonjour et bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des territoires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation verte euh, de la Banque des territoires et membre de l'équipe de pilotage de ce dispositif. Je suis, et avec mon équipe, ravie de vous accueillir cet après-midi, même si je suis empêchée par les grèves d'être là en présentiel, mais je vous vois nombreux dans la salle et à distance. Et du coup, pour lancer cette première session d'un cycle de 5 événements dédiés à la transition agricole et alimentaire. En effet, nous sommes particulièrement enthousiastes parce qu'il s'agit d'un cycle porté avec un écosystème riche de partenaires et parties prenantes qui font preuve d'innovation dans leur domaine. C'est un cycle qui adresse des enjeux essentiels aujourd'hui, du foncier agricole jusqu'à la consommation, et qui s'inscrit dans une des mesures phares du plan stratégique de la Banque des territoires. Avant de passer la parole à Linda Robout, responsable d'investissement, transition écologique et sociale des territoires à la Banque des territoires, je souhaitais préciser quelques mots sur le Hub des territoires. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub des territoires est un dispositif destiné à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux de l'écosystème de la Banque des territoires, à faire collaborer public et privé, à inspirer les réussites territoriales et, in fine, accélérer la transformation des territoires. Et pour cela, nous avons une programmation riche qui se décline en plusieurs formats, dont l'événement d'aujourd'hui, mais également des ateliers, des débats, des retours d'expérience. Et pour ne rien rater, et notamment pour vous inscrire dans les 4 prochaines sessions prévues dans ce cycle, je vous invite à vous abonner à notre newsletter ou consulter notre agenda en ligne qui sera mis dans le chat. Et maintenant, sans plus attendre, je passe la parole à Linda. Bonjour Linda. Merci beaucoup Alexandra et bonjour à tous. Donc Linda Robout, je suis responsable d'investissement à la Banque des Territoires et je suis ravie d'introduire donc cette première séquence de notre cycle dédié à la transition agricole et alimentaire qui s'annonce passionnante. Alors Alexandra l'a dit, la transition agricole et alimentaire fait désormais partie des mesures phares de la Banque des Territoires qui souhaite concentrer son action sur cette thématique afin d'accélérer la transition écologique dans nos territoires. Cependant, c'est une thématique en fait assez récente. Nos actions datent seulement d'il y a quelques années et on a dû structurer et développer une offre en réponse à des demandes croissantes qui émergeaient des territoires, de nos partenaires, des collectivités sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, notre offre s'articule autour de différents outils. Pour la présenter rapidement, donc tout d'abord, on propose des accompagnements méthodologiques et du conseil aux collectivités à travers une entité qui s'appelle Territoire Conseil, qui sera représentée aujourd'hui par Sylvain Baudet, présent sur la seconde table ronde, que je remercie pour sa présence. On propose ensuite évidemment des offres de financement, à la fois des financements sous forme d'investissement qui vont s'adresser aux structures à impact, notamment des structures de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à des EPL, des entreprises publiques locales, en étant financeur de long terme d'intérêt général sur des projets sur toute la chaîne de valeur, depuis le foncier agricole, la transformation, la distribution et même l'économie circulaire. On a également une offre de prêts à très long terme qui s'adresse elle plutôt aux collectivités territoriales, qui peut néanmoins parfois être élargie à d'autres types d'acteurs dans certains territoires prioritaires. Et enfin, la Banque des Territoires est également opérateur de l'État dans le cadre de mandat France 2030. Donc on a opéré un premier mandat qui s'appelait Territoire d'innovation, avec de très beaux projets autour de la transition agricole et alimentaire. Et aujourd'hui, nous opérons un second mandat qui s'appelle Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, qui est doté de 152 millions d'euros de subventions et sur lequel l'AMI est encore ouvert avec une dernière relève de candidature le 5 juin prochain. En plus de toute cette offre de financement d'accompagnement, nous sommes actuellement en réflexion avec plusieurs acteurs de l'écosystème pour également concevoir une solution innovante destinée aux collectivités et aux autres porteurs de projets afin de les aider dans le volet plutôt sensibilisation, acculturation et accompagnement de premier niveau aux enjeux de la transition agricole et alimentaire. On espère pouvoir en dire plus dans les mois qui viennent aussi sur cette offre plutôt digitale. Et bien sûr, au-delà de la Banque des Territoires, c'est
tout le groupe Caisse des dépôts qui est mobilisé sur ces enjeux. On peut citer évidemment BPI France, notre filiale qui propose de nombreux dispositifs de financement et qui opère des mandats France 2030 autour de ces thématiques agricoles et alimentaires. Mais on peut aussi citer CDC Biodiversité, qui travaille sur la compensation biodiversité avec des agriculteurs, I4C, l'Institut pour l'économie du climat, qui est un think tank dédié aussi aux enjeux notamment du carbone dans l'agriculture. On peut aussi citer éventuellement La Poste, qui travaille beaucoup sur la logistique décarbonée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tout le groupe Caisse des dépôts propose et travaille sur des offres dédiées aux enjeux de la transition agricole et alimentaire. Et donc, on a voulu ce cycle d'événements pour permettre à nos partenaires, aux collectivités territoriales, à tous les acteurs de l'écosystème à impact, y compris des porteurs de projets, mais aussi des investisseurs, des partenaires, de se réunir, de pouvoir échanger, donner à voir des exemples de réussite, partager sur des retours d'expérience et pourquoi pas, on l'espère, donner lieu à des synergies, à des fertilisations croisées, on va dire, pour justement permettre à ces projets de s'accélérer. Donc c'est vraiment notre objectif aujourd'hui et tout au long de ce cycle, on donnera la parole à des chercheurs, à des partenaires et à des actions qui nous paraissent inspirantes en espérant que ça donnera des idées à tout le monde. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer par une première séquence qui vise à poser un petit peu les enjeux et on va le voir, les enjeux sont majeurs. Donc je vais appeler deux personnes des greniers d'abondance à me rejoindre, Agnès Delefortry et François Maître, qui vont pouvoir justement nous donner une première vision et poser un petit peu les enjeux et nous parler du concept de résilience alimentaire. Merci à tous les deux d'être là et sans plus attendre, je vous passe la parole. Bonjour, voilà, c'est mieux. Voilà, vous avez devant vous un très joli paysage. Ça ne marche pas, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Oui, bonjour. Merci. Oui, le paysage est très général, hein. Mais surtout le titre nous importe, hein, collectivité et résilience alimentaire. La notion de résilience alimentaire est fondatrice des greniers d'abondance. D'ailleurs, greniers d'abondance, hein, c'était les bâtiments qui, dans certaines grandes villes, garantissaient que la réserve de grains collective faisait passer les disettes. Brièvement, nous sommes une association jeune, hein, 2018, dont la meilleure carte de visite, vous l'avez à droite, hein, sont les rapports intitulés « Résilience alimentaire » et « Qui veille au grain » qui date de l'année dernière, mais également un outil en ligne, hein, qui est utilisé massivement dans les collectivités, qui s'appelle Cratère, un calculateur de résilience alimentaire des territoires, hein, dont vous avez une petite vue symbolique. Et nos activités principales sont fondamentalement de la recherche, hein, à 150 membres et 30 fidèles bénévoles dont je fais partie, c'est assez peu. Et nous faisons des actions de sensibilisation et d'outillage de collectivités, hein. Alors, notre apport ici, si vous voulez bien, c'est de présenter un angle sous lequel regarder la résilience alimentaire des territoires, à savoir comment concevons-nous le système alimentaire. Alors l'exemple le plus simple que nous utilisons, qui est de prendre un aliment que nous consommons, hein, et là ici un yaourt. Alors ce gentil yaourt à la fraise de Yoplait, Monsieur Yoplait dit voilà les composants, et quand on regarde la liste des composants, on voit, il y a du lait, il y a des fraises, il y a du sucre, etc. Et la représentation spontanée est ici assez simple, mais la réalité est quand même un peu différente. C'est-à-dire que si on regarde la presqu'île d'Almeria en Espagne, vous voyez, c'est le tout petit point blanc en bas près de la Méditerranée. Alors quand on zoome un peu, ça donne ça. Mais quand on va vraiment regarder de tout près, ça donne ça. Et alors, ceci sont les serres productrices des fraises, du yaourt, et qui sont cueillies dans des usines de fraises, et qui sont conditionnées dans des usines à conditionner les fraises,
Celle-ci est chinoise, en l'occurrence, pour être très honnête sur l'origine de la photo, mais dans nos usines Yoplait ou d'autres marques, hein, c'est à peu près semblable. Et vous voyez également que la transformation pour fabriquer le lait, ça ne se passe pas gentiment dans une baratte à la ferme, hein, mais je n'ai pas parlé des arômes qui sont directement des produits de l'industrie chimique. Tout ceci est transporté à l'échelle de la planète. Hein, la gomme de Guar des épaississants du yaourt vient d'Inde et ceci est distribué dans nos supermarchés. Là, ici, vous avez la plateforme logistique de Saint-Quentin-Fallavier qui est absolument gigantesque. Hein, c'est vers la Bresse, là. Et on aboutit quand même à aussi une vision peut-être très industrielle hein, dans nos supermarchés que vous voyez. Alors, pour résumer, voici ce que nous essayons au Grenier d'Abondance de décrire comme un ensemble de composants d'un système. Alors, c'est une des vues du système. Moi, j'attire l'attention, la partie de gauche, vous voyez bien tout l'approvisionnement, les transformations successives. Mais la partie de droite n'est pas négligée non plus. C'est-à-dire pour que ça arrive dans les assiettes, il faut aussi aller chercher au supermarché et ramener, vous voyez, tous les problèmes de logistique. Donc, nous résumons notre vue et nous vous proposons de travailler sur des bases qui sont celles de composants de sous-systèmes qui sont reliés entre eux. On a mis symboliquement des petits camions, mais de manière générale, il y a tout un ensemble de logistique et de transfert. Donc vous voyez que si je prends dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut penser aux intrants agricoles qui font partie du système. La production proprement dite, on a gentiment mis un agriculteur avec une petite fourche, hein, mais je rappelle, hein, ceci peut être de manière très intensive et industrialisée. Et puis ensuite, il y a la partie transformation des productions agricoles, il y a la partie distribution, consommation, sans oublier, nous le traitons assez peu, on ne s'est pas encore penché beaucoup là-dessus dans les greniers d'abondance, à la partie déchets qui est aussi, qui fait partie du système. Donc voilà notre approche globale que nous vous proposons aussi comme cadre de réflexion, en faisant attention également qu'il y a un certain nombre de, on va dire, de systèmes dans lesquels le système alimentaire est immergé. Et là, par exemple, en termes d'inefficacité, on voit bien que le système de santé est fortement impacté par les conséquences, par exemple, de la malbouffe, de la consommation de produits qui ne sont pas sains. Là, ici, on l'a mis en termes économiques, mais naturellement, c'est aussi socialement un problème majeur. Et il y a une dimension socio-économique, d'une part parce que les budgets publics à tout niveau, aussi bien nationaux que locaux, et voire européens, contribuent fortement à la maintenance du système en l'état et à compenser un certain nombre de défaillances qui viendraient spontanément. Et puis vous connaissez aussi le problème ici hein, de l'aide alimentaire et du gaspillage qu'on essaye de compenser. Hein. Et puis enfin, alors là, poliment, on a mis coût difficilement chiffrable, et nous sommes, enfin c'est sans sourire, quelque chose de préoccupant. C'est-à-dire que la dimension environnementale du mode de production et de consommation agricole aujourd'hui est considérable. Pour autant, ce qui nous intéresse hein, en matière de résilience, c'est-à-dire de garantie de bon fonctionnement du système face à différentes menaces, ce sont les vulnérabilités. Là, ici, nous en proposons, pour faire synthétique, 4. On va les regarder dans l'ordre. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources énergétiques et minières, et la disparition des terres et des agriculteurs. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le changement climatique parce que tout le monde est bien alerté depuis la dernière sécheresse, mais le GIEC, qui nous a offert une synthèse il y a 2 jours, là, indique qu'il ne s'agit pas simplement de sécheresse. Oui, en particulier au sud de la France et de manière générale autour du bassin méditerranéen, le réchauffement climatique va conduire
à des sécheresses, mais de manière générale, et c'est très important pour la production agricole, ce qu'indique le GIEC, c'est qu'on va vers des extrêmes météorologiques, c'est-à-dire aussi bien des inondations, des tornades, des bourrasques, que naturellement des sécheresses. Donc ceci pose une question de stabilité de la production agricole. L'effondrement de la biodiversité, j'attire juste l'attention sur... il est beaucoup question, et c'est très légitime, de biodiversité sauvage. Alors certes, les animaux sauvages, au sens non cultivés, non élevés, certaines espèces disparaissent. Néanmoins, ici, nous avons juste laissé... attention, la biodiversité cultivée également disparaît, puisqu'on suroptimise les différentes espèces qu'on sélectionne. Et là, ici, symboliquement, là, c'est à l'échelle mondiale, c'est pour faire réfléchir, hein, indiquer que 4 plantes, alors avec quand même quelques variants, couvrent quasiment la moitié de la production agricole mondiale. L'épuisement des ressources énergétiques, là aussi, les problèmes du gaz semblent simplement se résumer à du chauffage dans la plupart des journaux. En réalité, n'oublions pas que les intrants agricoles fonctionnent à partir essentiellement de gaz fossiles. Et secondairement, les fameuses serres là, que nous avons vues à Almeria sont chauffées au gaz. Et si j'achète une jolie tomate qui vient de Hollande en mars, il est certain qu'elle contient du gaz qui a permis de chauffer ces serres. Hein. Amsterdam, en mars, c'est pas possible. Voilà. Et le dernier point, c'est la disparition des terres et des agriculteurs. Là, ici, je donne un schéma général que nous employons. Tout simplement, on a pris une photo aérienne de 1958 dans le bassin du Grand Large, là, à l'est de Lyon. Et si vous regardez la même photo en 2019, le nombre de parcelles a considérablement réduit. Et de manière générale, non seulement le nombre de parcelles, mais naturellement le nombre aussi d'agriculteurs. Voilà. Je m'arrête là sur cette présentation très générale des vulnérabilités du système, parce que ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse dans ce processus ici avec vous, c'est l'ensemble des interventions sur les territoires. Je laisse la parole à Agnès. Merci François. Donc moi, je vais parler de la partie plutôt solution, vers où aller. Donc sur 4 points. Alors le premier point, je vais y revenir juste après, manger plus végétal, généraliser l'agroécologie, reterritorialiser le système alimentaire et créer des offices fonciers. Je vais juste détailler rapidement 2 points ici qui sont l'agroécologie. Donc l'agroécologie, c'est des modes de production. Donc ça veut dire par exemple remettre des haies dans des champs, faire de l'agroforesterie par exemple, faire des cultures sur des techniques sans labour, de semis directs, tout ce type de choses qui permettent de régénérer de la biodiversité au niveau des champs, aussi des choses aussi simples que de la rotation des cultures autant que possible. Le deuxième point que je vais détailler avec cette vidéo, cette slide, pardon, c'est les offices fonciers. Alors, c'est les offices fonciers, c'est une idée qu'on développe qui, en fait, un peu développé l'idée de Terre de Liens. Terre de Liens qui est donc une association et une foncière agricole qui, avec de l'argent, rachète des terres agricoles. Et nous, on a développé un petit peu plus cette idée d'office foncier en ayant l'idée de pourquoi pas créer des communs fonciers, donc qui soient achetés par de l'argent plutôt privé, donc de citoyens, citoyennes, et qui soient gérés par ces citoyens, ces usagers, des collectivités à une échelle locale, et qu'en fait la terre redevienne un commun et que ce commun soit mis à disposition à des loyers, on va dire modestes, modérés, au profit de personnes qui veulent cultiver la terre, ce qui du coup permet de limiter l'un des freins d'installation qui est le coût des terres agricoles, et permet aussi de remettre la terre en tant que en tant que commun en soi, et limiter aussi la spéculation par exemple sur les terres financières, sur les terres agricoles.
Je vais maintenant détailler un petit peu plus en détail les deux autres points. Le premier dont on entend parler souvent, qui est manger plus végétal. Alors pourquoi manger plus végétal? Parce que si on prend 100 par exemple kilocalories qui seraient produits par du blé, si ce blé est transformé en farine, nous qu'en tant qu'humains on le mange, on a 70 à 90 kilocalories qui nous reviennent. Bon, il y a du tri, il y a des pertes, etc. Mais on va dire que c'est quand même plutôt efficient. Si cette céréale, elle est nourrie un poulet par exemple, et que nous on mange le poulet, on retrouvera en tant qu'humain seulement 20 à 30 kilocalories pour notre alimentation. Donc on voit que le fait de passer par un animal, de nourrir un animal et de nous ensuite manger l'animal, c'est moins efficient que de manger directement en fait les végétaux. Ça semble assez logique, mais voilà, c'est clair. En France, il faut savoir qu'à peu près la moitié des céréales qui ne sont pas exportées servent à cette alimentation animale. Alors quand on dit manger plus végétal, tout le monde n'est pas obligé de devenir végétarien ou vegan. Si vous voulez, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est de réduire à minima par 2 cette consommation animale. Alors pourquoi? Parce que ça évite la compétition entre alimentation animale, donc pour les animaux, et alimentation humaine. Il faut savoir par exemple que pour produire 12 kg de bœuf, on a besoin de 13 kg de céréales et 30 kg de foin. C'est de la nourriture qu'on pourrait nous-mêmes manger, ce qui serait, comme on vient de le voir, beaucoup plus efficient. Ça limite aussi l'empreinte carbone. La viande, c'est estimé que c'est environ 60% des gaz à effet de serre d'un point de vue alimentaire. Et ça limite tout ce qui est pollution aussi et consommation d'eau. Sachant qu'en plus, réintroduire, manger plus végétal, généralement, ça veut dire manger plus de légumineuses. Les légumineuses qui ont des bienfaits aussi pour les systèmes agricoles, parce qu'elles sont souvent fixatrices d'azote. Et d'un point de vue aussi humain, de manière générale, on mange d'un point de vue nutritionnel beaucoup trop de viande pour notre équilibre, pour notre santé d'un point de vue nutritionniste. À l'échelle de collectivité, qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à ça? Des choses, j'ai mis des choses très simples et qui sont déjà en action. On ne réinvente pas l'eau chaude. Par exemple, les menus des cantines. Les menus des cantines, faire moins de viande, plus de protéines végétales. Dans la restauration collective aussi, par exemple. Le deuxième point, c'est la reterritorialisation du système alimentaire. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait environ 40 000 moulins qui assuraient la production de farine. Aujourd'hui, on a 400 moulins, dont environ les 34 qui fournissent les 2/3 de la farine française. On a la même chose pour tout ce qui est viande. 50% de notre viande provient de 20 abattoirs, hors volaille. Et on peut prendre aussi les produits laitiers, où il y a 10 sites qui transforment plus de 70% de la production. Donc on voit une concentration en fait de ces acteurs, donc des très gros acteurs, parce qu'ils sont plus compétitifs, mais une concentration de ces acteurs aujourd'hui, ce qui implique aussi beaucoup plus de déplacements en fait, parce que si on a 34 abattoirs, il faut déplacer la viande, il faut déplacer les animaux pour qu'ils aillent se faire abattre dans un loin en fait de là où ils ont été élevés, pour ensuite redéplacer la viande, etc. Donc ça engendre beaucoup plus de transport et en plus par exemple de bien-être animal si on parle d'animaux et si on parle d'abattoirs. Il faut savoir par exemple en Ile-de-France, il y a quasiment plus de filière élevage et que la question des abattoirs est clé aussi si on veut reterritorialiser ces filières-là. Alors à l'échelle de collectivité, qu'est-ce qui est faisable? Le travail sur les PAT, les programmes alimentaires territoriaux, j'imagine que dans la salle vous savez tout ce que c'est, avec la reterritorialisation et la relocalisation de filières, qui est un point qui est quand même souvent développé dans les programmes alimentaires territoriaux. Travailler aussi sur la logistique locale, pour avoir une logistique locale qui soit efficiente, parce que si c'est multiplier des petits trajets, c'est pas toujours plus efficient que faire des grands trajets. Donc travailler sur ces aspects de logistique, et aussi travailler sur les achats, par exemple pour la restauration collective, acheter des produits locaux, de saison, bio. Je rappelle la loi Egalim qui est en vigueur et qui doit s'appliquer avec 50% de produits de qualité, dont 20% de bio, la lutte contre le gaspillage. Donc, qui sont des outils qui existent et qui méritent d'être mis en place au mieux afin aussi d'agir au niveau des territoires.
De manière plus globale, à l'échelle territoriale, qu'est-ce qui peut être fait? En fait, c'est l'idée de faire remonter ces politiques agricoles et alimentaires au sommet des priorités, en faire vraiment une priorité pour les territoires, avoir une formation aussi au niveau de ces enjeux d'alimentation, augmenter les moyens humains financiers qui sont dédiés aux politiques alimentaires, parce que sans argent, on ne fait rien, et porter des objectifs qui soient concrets, chiffrés, ambitieux. Alors là, vous avez une petite image de cratère dont vous a parlé François, mais voilà, aussi pouvoir mesurer ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà, moi je m'arrête ici. Merci pour votre attention. Et si les travaux qu'on peut porter nous intéressent, on a un site internet qui s'appelle résiliencealimentaire.org où vous trouverez tous nos travaux qui sont disponibles sous licence Creative Commons. Donc vous pouvez les utiliser à volonté. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Vous avez posé les grands enjeux, commencé à évoquer aussi quelques pistes d'action pour les collectivités notamment. Donc maintenant, je vais inviter Hermine Chombardelot à me rejoindre, déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire, qui va animer 2 tables rondes successives. La première plutôt sur les politiques publiques de l'alimentation et en faveur de cette résilience, et la seconde qui viendra plutôt donner à voir des exemples de ce que font les collectivités. Donc Hermine, je te laisse te présenter et puis lancer les tables rondes. Merci. Merci beaucoup Linda, merci pour votre invitation aussi. Pour la petite histoire, je pensais que j'allais participer et pas animer, donc j'anime avec grand plaisir. Donc effectivement, je suis déléguée générale du CNRA en quelques lettres, qui est une association tête de réseau qui réunit les acteurs en transversalité. Je vous refais pas le tableau, les greniers d'abondance viennent de le présenter et les constats sont là. Maintenant, il y a énormément d'acteurs, de solutions qui existent, qui sont plus ou moins performantes, qui sont plus ou moins appelées à passer à l'action. Et le CNRA a l'intention de les réunir dans des collèges pour fédérer ces acteurs, pour mutualiser les moyens, pour ne pas réinventer la roue, parce que c'est un des enjeux forts, et surtout, in fine, pour structurer des systèmes alimentaires qui soient résilients à toutes les échelles, à commencer par la petite échelle territoriale, mais aussi au niveau global, et faire le lien entre les circuits courts et les circuits longs. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, donc je vais appeler tout de suite les premiers participants de ma première table ronde. Donc Stéphane Linou, je t'invite à prendre place ici, s'il te plaît. Tu es expert associé au laboratoire Sécurité Défense du CNAM, ancien conseiller général et municipal et formateur. Merci d'être ici. J'appelle également Marc Nielsen, s'il te plaît, directeur du réseau Terres en Ville et chef de projet du RNPAT, le réseau national des PAT. Donc on va en parler des PAT tout à l'heure. Et je crois qu'on accueille aussi à distance Julien Foss. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. On vous entend et on vous voit. Est-ce que vous nous entendez de votre côté? Je vous entends très bien. Parfait, nous aussi. Julien, vous êtes président du centre INRAE des Hauts-de-France et notamment co-auteur d'un rapport publié en 2021 par France Stratégie intitulé « Pour une alimentation saine et durable, analyse des politiques de l'alimentation en France ». Vaste projet. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Je vais commencer par vous, Stéphane, si ça vous va. Alors, on se tutoie, on se vous voit, ça dépend dans la vraie vie. Pardon, je vais peut-être switcher d'un mode à l'autre. Stéphane, vous avez écrit en 2019 un livre intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». J'aimerais bien vous entendre sur ce premier lien que vous faites entre la notion de résilience et la notion de sécurité. La résilience alimentaire, je vais la définir pour vous parce que le temps est circonscrit. C'est tout simplement la capacité des systèmes alimentaires à nourrir en quantité, en qualité et dans le temps. Donc dans un contexte de changement climatique et de crise à répétition. C'est la version très très courte. Mais pourquoi ce focus spécifique sécurité nationale ? Allô, oui. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation et bonjour à ceux qui sont physiquement là. Et je vois qu'il y a une ribambelle de gens en visio. Donc, plutôt, en fait, j'ai rien inventé. J'ai tout simplement dépoussiéré le plus vieux sujet du monde, qui est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Et en fait, cet ouvrage que vous citez, c'est tout simplement un mémoire de recherche de master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Et je suis allé voir si dans le monde de la production alimentaire, on pensait aux risques et à la sécurité, pour savoir si dans le monde des risques et de la sécurité, on pensait à la production alimentaire, et pour voir si dans le monde de la gouvernance, on comprenait la question. Parce qu'en fait,
on a complètement oublié que depuis notre apparition, on n'a pensé qu'à ça, qu'à se nourrir, à courir après la nourriture, à la faire ensuite pousser autour de nous. Ensuite, lorsqu'on a inventé les villages, pour la sécuriser en groupe. Maintenant, c'est la nourriture qui vient à nous, sans qu'on se questionne sur le comment, le jusqu'à quand, est-ce qu'il y a des stocks, est-ce que c'est sécurisé, tout ça. Et on ne se souvient pas, on ne peut oublier que quelque chose qu'on a déjà su. Mais comme on est né le ventre plein, nos générations dans les pays riches, on ne sait pas que c'était ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers. La sécurité alimentaire. Il y avait 4 sécurités. Il fallait se protéger des agressions extérieures, ériger, entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, lutter contre les épidémies, assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, l'ordre public, parce qu'il était quasi exclusivement géré au niveau local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Parce que la hantise des ancêtres des maires, des édiles, c'était que le peuple se révolte par le ventre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait donc cette sécurisation collective des grains, les greniers d'abondance, les outils de transformation, mais c'était aussi dans les têtes de chacun et chacune de produire une partie de sa nourriture, de cuisiner, de la stocker, tout ça. Et progressivement, avec les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, et bien en fait, on s'est spécialisé par territoire puisque le transport ne coûtait rien. Donc le prix du transport est devenu inférieur au prix du produit. Donc du coup, on s'est spécialisé. Vas-y qu'ici, je te fais que du blé. Ici, que de l'élevage. Ici, que de la vigne ou autre. Donc on s'est rendu complètement dépendant de perfusion. Donc les transports, les flux, qui sont venus équilibrer artificiellement nos microbiotes alimentaires de territoire, que je nomme. Des microbiotes alimentaires de territoire, que l'on a au fil du temps détricotés par un non-entretien de ces divers maillons. Et donc en fait, lorsqu'il y a un problème sur les flux, le microbiote alimentaire de territoire est tout nu. Et on voit ses vulnérabilités et ça tombe en désordre. Et pour un territoire, un désordre, ça s'appelle comment? Des troubles à l'ordre public. Donc je suis allé mesurer si cette question était pensée au niveau des forces de sécurité, au niveau des syndicats agricoles, au niveau de la gouvernance. Et bien en fait, c'était 0 pointé en 2019. Donc en fait, nos infrastructures de sécurité seraient complètement saturées s'il y avait par exemple une grosse crise systémique sur les transports, ce que j'avais imaginé en 2008, une pandémie grippale lorsque j'ai lancé le mouvement Locavor en France, voire une cyberattaque. Bien systémique qui bloquerait les chaînes d'approvisionnement, un coup de BFM par-dessus. Vous avez les populations qui tombent réellement en panique et qui vont voir qui? Les élus à portée d'engueulade. Et là, on revient au plus ancien couple de risques qu'il y avait dans les villes, c'est-à-dire le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc, on en est là. Donc, du coup, maintenant, on fait quoi? Le biais sécurité nationale, sécurité alimentaire, c'est le biais que vous proposez aux collectivités pour pouvoir agir en tant que levier sur la résilience de leur territoire. Oui, alors après avoir démontré qu'en fait que tout notre continuum sécurité-défense, c'est-à-dire en gros ce qu'il y a entre tous les maillons entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, serait complètement impacté et saturé en cas de crise systémique, c'est-à-dire toutes nos forces de sécurité seraient complètement débordées et notre sécurité nationale serait de ce fait complètement affaiblie puisque on serait complètement concentré sur des troubles internes et intérieurs par une non-préparation des populations et par le fait qu'il n'y a pas de filet de sécurité alimentaire par territoire. Donc ce que je propose, parce que bon, sécurité nationale, même si je l'ai démontré, ça fait un peu peur localement, eh bien on va passer par la sécurité civile. La sécurité civile, ça fait moins peur. Et en plus, il y a des dispositifs qui existent déjà, ce sont les plans communaux et les plans intercommunaux de sauvegarde. Un maire peut rajouter le risque qu'il veut dans son plan communal de sauvegarde. Et là, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, je le propose dans les formations pour élus que je dispense à travers toute la France. Et de plus en plus de communes, après ces formations, enrichissent leur plan communal de sauvegarde avec ce risque-là. Mais une fois que c'est enrichi, on fait quoi? On liste des mesures préventives de protection et de prévention pour limiter les effets de ce risque s'il arrive. Et là, on fait comment? Il existe des trucs. Les PAT,
projets alimentaires et territoriaux, les plans climat également. Et on arrive aussi à de la planification territoriale avec les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, en partant d'un risque, on peut arriver à faire de la planification. Et ça, c'est terriblement inclusif. Parce qu'il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Et là, tout le monde est rassemblé. Et voilà. Donc, on n'a même pas besoin de réinventer la roue. Il suffit juste de dépoussiérer le plus vieux sujet du monde et de mettre ce plus vieux sujet du monde dans des dispositifs qui existent déjà. Voilà. On va en parler justement. Merci beaucoup Stéphane, c'est très intéressant. Donc le prisme et l'approche par la sécurité alimentaire pour intégrer ce sujet de la résilience alimentaire dans les territoires. J'aimerais maintenant m'adresser à vous, Julien. Vous avez donc, je l'ai mentionné, vous êtes co-auteur de ce rapport et vous, quand on a préparé ensemble, vous m'avez dit que en fait, qu'elles soient inscrites dans un cadre de PAT ou non, vous semblez dire que les politiques nationales et une PAC qui doit être remaniée à seule ne fonctionnent pas sans être portée par une action locale. Vous faites un lien fort entre cette action locale qui est illusoire sans être, entre guillemets, validée au niveau national, voire européen. Comment est-ce que vous dites, vous, que s'appuyer seul sur les sources vives et les forces vives des territoires, finalement, ça ne suffit pas? Or, on a bien vu que quand même, pendant la pandémie, les territoires se sont organisés, ça a quand même bien fonctionné. On a eu des ruptures d'approvisionnement, on est d'accord, mais finalement, ça a plutôt pas trop mal marché. Donc, est-ce que vous pouvez un peu illustrer ce propos et faire le lien entre les acteurs du territoire et puis l'objet de ce rapport et la nécessité d'appuyer ces actions au niveau national par des politiques robustes? Alors, le rapport qui nous avait été demandé en 2021 par l'Assemblée nationale était une évaluation des politiques de l'alimentation au sens très large du terme. Et en abordant cette question des politiques de l'alimentation, on s'est bien évidemment rendu compte que c'était un système de politique publique qu'il fallait évaluer. Ce qui rejoint la présentation initiale des collègues des greniers d'abondance. On est vraiment sur des enjeux extrêmement systémiques auxquels une réponse systémique doit être apportée. Et du coup, envisager la question de la transition alimentaire à l'échelle territoriale sans tenir compte de l'imbrication de l'enjeu territorial avec les autres échelles nationales, européennes et internationales était par définition limitant. Et donc le constat que l'on pose dans ce rapport, c'est de dire que oui, il y a tout un tas d'actions locales qui peuvent être portées, et les PAT font partie des solutions, en tout cas tout ce qui a trait à cette reterritorialisation des systèmes alimentaires. Mais si on veut avoir une transition de notre système alimentaire national, européen et mondial, c'est bien en tenant compte des politiques à ces niveaux-là qu'il faut agir en lien avec les actions locales. Donc concrètement, si on a des PAT extrêmement ambitieux en termes de transition environnementale, en termes de relocalisation de l'alimentation et d'accès des populations les plus défavorisées à une alimentation de qualité, mais que dans le même temps, on a une politique agricole commune qui continue de soutenir préférentiellement des modèles conventionnels qui, on le sait, ont des externalités négatives importantes, eh bien la transition globale, on n'y arrivera pas. Et c'est en fait, finalement, le nœud et la grande difficulté de toutes ces actions qu'on peut mettre en place. Donc il ne s'agit pas de dire que ce qui est fait au niveau local est inutile, loin de là, c'est extrêmement utile, mais ça ne suffit pas à engager une transition sur le long terme. Et là, quand on dresse un constat un petit peu plus approfondi en termes d'évaluation des politiques publiques, on se rend compte que finalement, l'appareil d'État, la puissance publique, n'est pas du tout outillé pour aborder les choses de manière systémique. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment sur la nécessité d'avoir une planification à toutes les échelles. Et cette planification qui consiste à imbriquer un certain nombre d'enjeux, l'enjeu agricole en termes de production, l'enjeu alimentaire et entre les deux, l'enjeu de transformation, avec d'autres grands enjeux, notamment de solidarité, d'aménagement des territoires, de lien entre la ville et le monde agricole, et puis bien évidemment les enjeux économiques. Cette planification globale, aujourd'hui, on ne la fait pas ou on a du mal à la faire. Et du coup, c'est bien cette transition et cette planification sur le long terme qui doit être envisagée. Donc pour répondre à votre question, l'action locale est indispensable, mais il ne faut pas perdre de vue toutes les autres échelles. Et en tout cas, il faut essayer d'aller vers une levée de tout un tas de verrous à un ensemble d'échelles géographiques différentes pour avoir une transition qui s'accélère.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, les collectivités, et je crois qu'elles sont nombreuses à nous écouter, ont cet outil à leur portée, dont Marc Nielsen nous parlera un peu plus amplement après, mais que sont les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Quels sont, d'après vous, les leviers que ces collectivités peuvent mettre en place pour pallier à... en fait, pour avoir surtout des PAT ambitieux, comme vous dites, et donc pour pallier à leur faiblesse en matière de ressources humaines, notamment. Voilà, dans ce cadre un peu contraint, qu'est-ce que vous pourriez leur dire de bonnes pratiques à mettre en place? D'abord, toutes les évaluations de PAT que l'on peut faire montrent que ce sont des outils pertinents et efficaces. Il y a des échecs, et on peut tirer tout un tas d'enseignements des échecs, mais on a aussi des instruments qui fonctionnent bien. Et ces instruments fonctionnent finalement avec des moyens financiers derrière qui ne sont pas nécessairement extrêmement importants. Le facteur déterminant de toutes les analyses qu'on a pu conduire montre que c'est finalement l'articulation entre les acteurs et le temps passé à faire du lien entre des acteurs qui parfois ne se parlent pas sur un territoire qui va permettre d'enclencher la dynamique et d'accélérer la transition. Le simple fait d'avoir un diagnostic partagé sur un territoire entre des acteurs agricoles, des associations de consommateurs, des parties prenantes du secteur économique et les pouvoirs publics, le simple fait de construire ce diagnostic-là est déterminant. Et ensuite, on peut mettre en place un certain nombre d'instruments qui vont permettre de contractualiser sur le long terme. Cette dimension temporelle est extrêmement importante pour permettre d'assurer, notamment aux agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches-là, des revenus relativement stables et qui permettent bien évidemment de couvrir leurs dépenses et qui permettent aussi d'avoir des approvisionnements relativement stables. C'est les deux critères déterminants. Donc une fois qu'on a dit ça, finalement la palette d'instruments que l'on peut mettre à disposition des collectivités locales pour atteindre ces objectifs-là est assez importante et ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens financiers, si ce n'est un ou quelques moyens humains qui vont permettre de faire ce lien. Donc ça, c'était le principal enseignement du diagnostic qu'on avait posé. Et du coup, le financement des PAT ou le financement de ces instruments de type PAT, il doit essentiellement passer par du financement d'acteurs locaux qui vont permettre de faire ce lien, plus que du financement de transformation d'exploitation agricole ou d'acteurs agroalimentaires, tout simplement parce qu'on a d'autres leviers de financement par ailleurs. Donc c'est vraiment le facteur humain, le facteur de mise en lien d'acteurs sur les territoires qui permet d'avoir des succès, d'avoir une véritable construction de PAT ambitieux. Merci beaucoup et la transition est parfaite avec Marc. Donc le RNPAT, le réseau national des PAT, est un réseau qui rassemble les acteurs locaux des politiques agricoles et alimentaires d'alimentation. Évidemment, en tant que chef de projet du RNPAT, vous allez nous dire que le PAT est la solution pour la résilience alimentaire du territoire, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a compris de Stéphane qu'il y avait une articulation qui devait se faire avec tous les moyens mis à disposition dans les collectivités. Est-ce que le PAT est la meilleure solution? Vous allez nous dire pourquoi oui, et comment est-ce que on en est aujourd'hui, je crois, dans une deuxième vague? Est-ce qu'on a un peu quelques chiffres sur les PAT à l'heure actuelle aujourd'hui? Oui, alors bonjour à tous et à tous. Alors je ne sais pas si c'est la solution, c'est une partie de la solution, hein, tout simplement. C'est un outil très intéressant, mais c'est à mettre en regard de toute une série d'autres outils et toute une série d'autres politiques. Pour donner un chiffre, évidemment, sur les PAT aujourd'hui, on est à 411 PAT qui sont labellisés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il vient d'y avoir une dernière vague de labellisation là récemment. Et en effet, nous, au sein du RNPAT, on a identifié deux grandes vagues de PAT, dont la première, en fait, c'est depuis la création du dispositif jusqu'à la fin de l'année 2020. Et puis la deuxième vague, c'est avec l'arrivée du plan France Relance et tous les moyens qui ont été mis à disposition, qui étaient évidemment beaucoup plus importants que les moyens qui avaient été mis à disposition précédemment, et ce qui a fait évidemment exploser
le nombre de PAT. Le plan France Relance, évidemment, est passé par là, mais également l'effet du Covid et la mise sur la table de la question alimentaire et de la fragilité de nos systèmes alimentaires territoriaux et du besoin de pouvoir s'organiser à l'échelle locale. Et c'est à ce titre-là que le PAT est apparu comme un outil intéressant et du coup qu'on l'a vu se multiplier sur les territoires. Après, mettre en place un dispositif PAT, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas encore dit grand-chose. Ça sous-entend à la fois des questions en interne à la collectivité et à la fois en externe. En interne, déjà, prendre conscience que la compétence alimentation n'existe pas. Il y a des idées, il y a beaucoup de discussions là pour l'instant sur la table, mais elles n'existent pas et on n'y est pas encore. Et derrière cette question de la compétence alimentaire, il y a évidemment la question du financement. À partir du moment où ça devient une compétence d'une collectivité, il y a des financements derrière. Donc il y a un enjeu aussi en termes de financement, en plus de ce qu'a dit Julien jusqu'à présent. Néanmoins, si les collectivités n'ont pas cette compétence alimentaire, elles ont toute une série d'autres compétences qui, ensemble, peuvent converger vers, finalement, la structuration d'une politique publique de l'alimentation à l'échelle locale, qui peut être relativement ambitieuse selon l'ambition, selon le portage politique local, je vais dire. Et là, ici, je parle plutôt de la collectivité, mais plutôt au sens de l'intercommunalité porteuse du projet de territoire, puisque c'est généralement ce niveau-là qui est porteur du PAT. Il y a des PAT à l'échelle communale, départementale, interdépartementale, il y a des inter-PAT, je ne rentre pas dans les détails, mais disons que la grande majorité est portée par les intercommunalités porteuses du projet de territoire au sens large. Et donc, toute une série de compétences, on pense souvent à la restauration collective, mais c'est un levier qui est très intéressant, qui est très efficace, mais ce n'est pas suffisant, c'est qu'une petite partie des flux alimentaires du territoire, donc il faut aller au-delà. On pense souvent au foncier, ce qui est un vrai levier également. Alors, certaines collectivités sont mieux dotées que d'autres en matière de maîtrise foncière, mais c'est un beau levier. Donc, le foncier agricole, le protéger, mais pas seulement, c'est aussi le mettre en projet, donc avoir une vraie politique agricole derrière. Et puis, foncier aussi urbain, et ça, on n'y pense pas assez, c'est-à-dire agriculture urbaine, oui, mais également tout ce qui est lié à la logistique et au commerce alimentaire. Et donc, regardez comment est-ce que le commerce alimentaire peut également jouer un rôle dans le développement de certains quartiers qui seraient en difficulté. Et donc, aller jusqu'à finalement une planification alimentaire, spatiale, et donc penser dans l'espace le projet alimentaire. Et pour l'instant, les PAT, ils ne sont pas encore là, mais on commence à aller vers ça. C'est-à-dire que la question foncière commence à être abordée grâce au PAT. Et là, on bascule dans quelque chose de très intéressant en termes d'aménagement du territoire. Merci beaucoup. La deuxième table ronde va effectivement parler de PAT qui sont opérationnels, un urbain et un plutôt rural. Donc on va développer ce sujet-là, mais j'avais quand même une dernière question, Marc. On a donc 2 vagues de PAT. La première vague, sans doute un peu tâtonnante, parce que ce sont les premiers, et c'est pas le but ici de les critiquer, parce qu'ils ont quand même eu le mérite d'émerger. Il y en a beaucoup et qui n'ont pas tous abouti, mais il y a quand même des choses concrètes qui sortent. Il semblerait que dans cette deuxième vague, il y ait cette attention un peu plus forte qui soit posée sur la table, parce que vous avez parlé de foncier, vous avez parlé de commande publique, en fait, restauration collective au final, mais il y a aussi la structuration de filières sur lequel la collectivité peut vraiment avoir un rôle. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que maintenant on est dans un PAT qui peut-être n'est pas encore assez ambitieux selon les critères de Julien, mais qui commence à être un petit peu plus robuste. Et est-ce que vous auriez un conseil ou 2 ou 3 même à donner à ces collectivités qui sont en train de s'engager dans des PAT pour justement être entre guillemets à la hauteur avec des PAT robustes et ambitieux? Oui. Alors, on demande beaucoup aux collectivités, hein, et les collectivités, elles ne peuvent pas tout. Hein, donc déjà, il faut de l'argent derrière, il faut des politiques cohérentes aux différents niveaux. Hein, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi de l'externe à la collectivité, c'est que souvent, elle est face à des politiques qui s'exercent à des niveaux supérieurs et qui sont en contradiction avec les politiques locales. Donc, il faut rester très, très vigilant par rapport à ce qu'on demande aux collectivités. Mais de l'ambition, oui, on peut leur en demander.
ce qu'on a remarqué entre ces deux vagues de PAT, c'est que dans la deuxième vague, à partir de 2021, de janvier 2021, on a des PAT qui affichent beaucoup plus le caractère systémique. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus transversaux, qui ont une approche beaucoup plus intégrée que les PAT qu'on voyait dans la première vague, qui était avec une approche qui était plus agri-alimentaire, donc une approche par le développement agricole, le foncier, la structuration de filières territorialisées. Mais ils sont devenus systémiques au fil du temps, hein, donc ça évolue. Mais dans la deuxième vague, disons que dès le départ, ils affichent une stratégie intégrée. Ça, c'est une première chose. Dans l'échantillon qu'on a pu analyser, on ne peut pas analyser tous les PAT, donc on a dû travailler par échantillon. La transition, au sens large, écologique, alimentaire, est souvent affichée. On ne sait pas encore si s'ils y arriveront. C'est en tout cas des ambitions, c'est de l'affichage, à voir si ça va vraiment se traduire par des résultats et des actions. Ce qu'on remarque, c'est que les PAT de la première génération, de la première vague, eux, affichaient moins cette question de la transition. Néanmoins, aujourd'hui, c'est ceux qui ont réussi à aller le plus loin dans ces actions-là, parce que ce sont des PAT qui se sont mis en place dès 2015-2016. Je pense par exemple au PAT de Nantes Métropole, qui s'est appuyé sur une politique agricole très ancienne et qui, du coup, a basculé à l'alimentaire et a pu capitaliser là-dessus, et qui aujourd'hui est un des PAT les plus intéressants. C'est pas le seul, il y en a tas d'autres, et qui, eux, sont plus matures et donc sont plus en mesure de dire ce qui est faisable et d'avoir des actions qui, du coup, sont plus opérationnelles et qui vont au-delà du simple affichage politique. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pas mal de questions qui sont en train d'arriver. On place aux questions. Justine, je pense que c'est toi qui vas poser les questions, c'est ça? Très bien. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, une question, donc je remonte les questions un peu dans le chat. Une question qui a été posée justement sur le sujet de certains territoires qui voudraient mettre en place une relocalisation ambitieuse. Et donc, qu'en est-il pour certains territoires qui ne disposent pas de ressources foncières suffisantes pour imaginer justement une relocalisation ambitieuse? Quelles seraient les pistes alternatives? Je crois qu'on va en parler pas mal dans la deuxième table ronde. Mais est-ce que Marc, un élément de réponse peut-être? Oui, mais c'est une vieille question et j'ai pas la réponse. Il y a des collectivités qui se lancent dans des politiques d'acquisition foncière, qui mettent les moyens financiers pour acquérir du foncier et puis le mettre en projet et développer une politique sur le sujet. Ça demande des moyens. Après, à nouveau, il n'y a pas que le foncier, il y a aussi du dialogue territorial. Et là, pour citer un autre territoire, je pense à Douaisis-Aglo, qui est aussi un des territoires les plus intéressants. Je vous invite à aller voir. Qui en fait, se sont pas focalisés sur la question du foncier. Souvent, on se focalise en fait sur la question du foncier, et c'est pas la seule. Et donc, on a du dialogue territorial, mais qui se fait sur le temps long. Douaisis, c'est 2007 qui mettent en place leur trame verte et bleue. Qui montent une politique agricole en dialoguant avec les agriculteurs. Les agriculteurs se rendent compte que ce qu'ils font, finalement, ça a du résultat. Il y a une confiance qui se met en place. De la politique agricole, ils passent à une politique bio. Parce qu'ils ont réussi à impliquer les agriculteurs, ça fonctionne bien. Donc le dialogue s'intensifie. De là, ils basculent jusqu'à un PAT qui vient faire le chapeau de tout ça et qui sort de la question agricole et qui va chercher du social. Il travaille sur les perturbateurs endocriniens. Enfin, l'ambition s'élargit encore. Et donc ça c'est une façon de faire. Si on ne maîtrise pas le foncier, on peut aussi travailler sur l'occupation et sur l'usage des sols en allant dialoguer avec les acteurs. Donc moi je dirais ne pas se focaliser sur le foncier. Merci beaucoup. S'il y a des questions dans la salle aussi, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, on a des questions donc dans le chat sur l'intervention des greniers d'abondance aussi.
Il y a des questions déjà sur les chiffres que vous mettez en avant, des personnes qui demandent où peut-on trouver les chiffres concernant la conversion agronomique, et également des chiffres sur les coûts sanitaires. Donc ça, j'imagine sur votre site peut-être. Oui, alors il faut savoir que... Peut-être me lever. Oui, alors tous les chiffres peuvent être trouvés sur notre site internet, donc dans les 2 rapports, où vous trouverez toutes les références, parce que là de tête, évidemment, je ne peux pas vous les donner. Et pareil, sur les coûts sanitaires, c'est des évaluations qui ont été faites. Il faut savoir que aussi sur les autres coûts dont parlait François, par exemple les coûts environnementaux, on a essayé de chiffrer, mais ça pose la question qui, pour moi, est aussi une question philosophique. À combien est-ce qu'on chiffre un arbre, un oiseau, la nature, la biodiversité? Est-ce qu'il faut mettre une valeur financière à tout pour qu'on y accorde de l'importance? Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne réponse. Mais voilà, sinon, tous les chiffres ils sont consultables sur notre site internet où vous trouverez les 2 rapports et toutes les sources qui correspondent. Merci beaucoup. Et également une question sur, vous présentiez 4 axes de solutions. Il y a une question sur, est-ce que vous avez des préconisations sur y a-t-il une priorité à donner à l'un ou l'autre de ces 4 axes, ou faut-il agir sur tous les axes en même temps? Bonne question. C'est en fonction des compétences et des capacités de chacun, j'ai envie de dire. Après, moi, s'il y a un axe, alors je vais plutôt parler en mon nom plutôt qu'en nom de l'association, parce c'est compliqué de prioriser, tous ont leur importance. Pour moi, la végétalisation est importante parce que j'ai aussi un angle agricole, parce que c'est grâce à une végétalisation de l'alimentation qu'on peut faire plus d'agroécologie, parce que l'agroécologie généralement a des rendements un peu moindres, mais si on a moins de terre pour nourrir on a moins de terre disponible, enfin on aura plus de terre disponible pour faire de la production alimentaire, parce qu'on consommera moins de viande par exemple. Et donc c'est un impact sur l'agroécologie, c'est un impact aussi sur la biodiversité, c'est un impact aussi sur la santé humaine, ce que je disais, on consomme généralement trop de viande. Donc voilà, pour moi, c'est un impact qui est important. Et par exemple, on se base sur des scénarios qui ont été établis par exemple par l'association Solagro ou le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology, qui se base aussi tous sur cette réduction de la consommation de viande. Donc pour moi, ce serait le premier au vu de tous les impacts qui en découlent. Ok, merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour Monsieur Linou. On nous pose la question sur la proportion de communes à intégrer l'alimentation dans leur plan de prévention des risques. Du coup, vous aviez l'air de dire pas beaucoup au début. Est-ce que ça évolue? Alors, on part de tellement bas que toute nouvelle commune qui enrichit son plan communal de sauvegarde avec ce risque-là, la proportion, je dirais, la progression est énorme. Je vous invite à lire un article du Courrier des maires, paru dans le Courrier des maires la semaine dernière, où justement j'ai été interviewé par la journaliste et je parle de 3 communes qui, depuis 2021, ont enrichi leur plan communal de sauvegarde avec justement le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Je ne suis pas au courant de tout, on ne me tient pas au courant en temps réel de l'enrichissement des PCS avec ce risque-là. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ça va très vite. Ça va très vite. Lorsqu'on voit par exemple à Saint-Germain-la-Prade, commune qui a enrichi son PCS suite à une formation que j'avais fait l'année dernière, le préfet qui a fait une visite au mois de septembre pour visiter la cantine et il dit voilà la résilience et la souveraineté alimentaire que nous voulons. Donc il y a encore beaucoup d'élus qui pensent que parce que ce n'est pas clairement écrit dans les documents de la préfecture, donc du coup c'est interdit. Non, pas du tout. La loi, elle ne dit pas ça. N'importe quel maire peut enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque qu'il veut, à condition évidemment de lister les mesures de prévention et de protection pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise. Mais cela peut se faire et cela se fait de plus en plus. Et juste pour dire que tout ne va pas se jouer à l'échelle locale ou micro-locale, juste pour éviter éventuellement des incompréhensions. Par contre, les circuits longs, c'est aussi une question de sécurité, également.
pour des pays qui, si on arrêtait les exportations par exemple de blé pour certains pays, là ils tombent en insécurité de suite. Donc là aussi, c'est une question de sécurité et je verrai 3 niveaux de sécurité. Une sécurité micro-locale, c'est-à-dire l'autoproduction, les jardins ouvriers ou autres, que au niveau local, il est urgent de développer pour tous ceux qui n'ont peut-être pas accès au marché pour se payer des produits. À l'autre bout, une sécurité extérieure, en gros pour les pays qui, si on arrêtait les exportations de blé, tomberaient réellement en insécurité. Et au milieu, une autre question de sécurité, mais là au niveau territorial, peut-être à l'échelle des PAT, des pays, je ne sais pas, hein, des PETR ou autres, qui serait justement un espace de contractualisation avec tout le travail déjà jalonné par les PAT, qui permettrait justement, pour des raisons de sécurité, de maintenir ou de reconstruire des infrastructures nourricières de proximité. Et ça, en fait, ça serait peut-être, enfin, le débouché très concret de la loi Egalim. En fait, ça serait la loi Egalim qui serait déclinée dans une version qui marche bien au niveau territorial. Pourquoi ? Parce qu'on connaît le donneur d'ordre, la collectivité, connaît un peu plus les producteurs locaux que quand c'est des commandes passées à l'autre bout de la France ou du monde. Lorsque l'on passe une commande à quelqu'un qu'on connaît, eh bien en fait, on n'est pas très motivé pour l'arnaquer. Parce qu'on retrouve... Non mais c'est aussi bête que ça. Donc en fait, au niveau territorial, il pourrait y avoir justement un espace de contractualisation à travers évidemment la restauration collective ou autre, mais en fait, pour remuscler ces microbiotes alimentaires de territoire, et on a parlé d'externalité environnementale, on en parle tout le temps, mais il y a une externalité dont on ne parle jamais, ce sont les externalités de sécurité que j'appelle. Lorsqu'on fait venir des produits qui viennent de loin, on fabrique de l'insécurité localement. Et comment on la quantifie? Comment on quantifie des troubles à l'ordre public? Grande question. Merci Stéphane. Merci. Une toute dernière question. Je vais vous demander d'être très rapide parce qu'il faut vraiment qu'on passe à la deuxième table ronde, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Donc, je viens de la Guadeloupe, c'est pas une question, mais c'est juste pour expliquer un peu la situation des îles, parce que c'est aussi important. Ça fait 2 ans que je suis Stéphane Hinault, Sébastien Gauthier, je suis élu de la ville de Sainte-Anne, délégué à la souveraineté alimentaire et solidaire. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce qui se passe, parce que nous sommes des îles, et nous sommes doublement impactés par la situation je dirais, de crise systémique. On l'a vu avec Irma à Saint-Martin, où il y a eu à peu près 3 semaines avant que l'État puisse vraiment apporter l'aide à la population. On le voit à travers différentes crises, en tout cas, qu'on a eues, en tout cas en Guadeloupe. Et c'est très important, effectivement, que vous preniez conscience que chez nous, aux Antilles, c'est très important cette dynamique-là, et que, en tout cas, que vous puissiez, en tout cas, nous encourager, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, j'ai bien compris, aucune ville qui a mis en place cette sécurité alimentaire dans le cadre du PCS. Et donc, je crois que c'est très important qu'on puisse rajouter cela et qu'on puisse, de manière directe, protéger notre population, parce que c'est une nécessité. Voilà, tout simplement. Merci. Merci beaucoup pour cet apport. Effectivement, la réalité des territoires ultramarins est très particulière et criante sur ce sujet-là. Je vais vous remercier tous les 3. Merci beaucoup, Julien, aussi à distance. Merci Stéphane, merci Marc. Et j'appelle la deuxième table ronde. Sylvain Baudet, vous êtes expert développement local et ruralité à Territoire Conseil, bienvenue. Dorian Spack, où est-il passé? Le voilà. Coordinateur général de Terricité, bienvenue. Et à distance, on accueille également Yann Granjon, chargé de mission agriculture et alimentation à Haute-Terre Communauté, donc dans le Cantal, et en charge de l'élaboration du PAT. Merci à tous les 3 d'être là. Est-ce que, Yann, vous nous entendez ? Bon, je vais commencer avec Stéphane, le temps qu'on arrive à connecter Yann à distance. Pas Stéphane, pardon, Sylvain, du coup. Sylvain, merci beaucoup. En tant qu'expert, vous échangez et vous accompagnez de nombreuses collectivités, qu'elles soient d'ailleurs ou non engagées dans une démarche de PAT, projet alimentaire territorial. Quels sont les leviers dont les collectivités disposent justement pour
impulser une dynamique de territoire. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus opérationnel. N'hésitez pas à émailler tout ce que vous dites d'exemples concrets pour qu'on puisse imaginer de façon opérationnelle comment ça se décline. Bonjour à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites ou en tout cas effleurées lors de la précédente table ronde. Tout d'abord, peut-être réaffirmer, mais ça on en est tous convaincus ici, que les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer pour accélérer les transformations des modèles de production, de distribution, de consommation et engager donc les transformations nécessaires pour aller sur la voie d'une agriculture, d'une alimentation plus durable, plus résiliente, plus ancrée également sur les territoires. Donc, effectivement, alors on a parlé des outils. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a un cadre, en tout cas législatif, qui nous permet d'agir. On a parlé des PAT, on a parlé de la loi Egalim. Et effectivement, on a là, au travers des stratégies territoriales qui peuvent être mises en place dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, une capacité à engager les transformations à l'échelle locale. Voilà, à la fois pour sensibiliser les acteurs, les populations, à la fois pour animer le dialogue territorial, ça a été dit tout à l'heure, à la fois pour préserver les terres, pour préserver aussi la qualité des eaux souterraines, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un point important à souligner, pour structurer les filières locales et les réancrer sur les territoires, hein, que ce soit les outils de transformation, de transformation de produits, conserverie, voilà, enfin tout un... Et alors justement, est-ce que vous m'avez parlé d'une usine de déshydratation de... Alors là, on n'est pas sur de l'alimentation. Non, on n'est pas humaine, sur l'alimentation, mais précisément, comment est-ce que, avec cet exemple-là, vous incarnez en quelque sorte la résilience alimentaire, puisque c'est très précisément à la croisée des chemins. Et on a parlé d'agroécologie, on a parlé... Enfin, j'aimerais bien vous entendre de façon très concrète, parce que sur la partie théorique, on est d'accord, je pense, sur le constat, et vous l'avez très bien dit, enfin, les autres l'ont très bien dit à la première table ronde. Non, alors, ce qui est important de souligner, c'est peut-être la spécificité aussi de notre positionnement. Nous, Banque des Territoires, on se positionne et on est reconnu comme un tiers de confiance. Un tiers de confiance, et donc on joue aussi ce rôle d'interface entre les acteurs privés d'un côté, les acteurs publics. Et donc on a parlé de cette nécessité d'aligner des intérêts multiples au sein d'un territoire, d'articuler des stratégies pour pouvoir engager justement des projets et faire en sorte qu'on débouche sur des projets partagés, qui nécessitent justement de mobiliser souvent des collectifs d'acteurs pour pouvoir mettre en œuvre des projets. Et si vous voulez donc illustrer au travers de l'exemple de Saint-Brieuc, puisque c'est là où les choses se passent, et on a un projet d'une usine de déshydratation de Luzerne qui est porté sous l'impulsion de la collectivité et qui vise in fine à limiter le développement des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, dont on sait qu'elle est responsable de tout un tas d'effets négatifs, d'impact sur le tourisme, sur la santé humaine, sur les paysages également. Enfin, donc tout ça, c'est une problématique qui a été donc prise en main par la collectivité. Et l'idée, donc, au travers de ce projet d'usine de déshydratation de Luzerne, c'est de pouvoir mobiliser, d'accompagner la transformation des modèles de production des agriculteurs locaux, passer des productions saisonnières de blé, enfin les productions classiques de maïs, etc., pour les emmener sur de la production de luzerne, qui va permettre de fixer l'azote, parce que c'est la propriété de la luzerne de pouvoir mieux fixer l'azote dans les sols et limiter les fuites d'azote dans les systèmes et jusque dans la baie de Saint-Brieuc. Donc, et pour ce faire, il faut pas simplement que la collectivité s'engage, il faut que les agriculteurs s'engagent dans la dynamique qui est mise en œuvre et les faire adhérer à un projet, mais aussi à un projet économique, pas simplement à un projet, une finalité de préservation de l'environnement, mais bien faire en sorte qu'ils adhèrent à un projet où ils vont être à la fois producteurs, mais également ils vont récupérer la luzerne déshydratée pour l'alimentation animale. Et il va falloir qu'on trouve à la fois un modèle de gouvernance
partagés dans lesquels ils vont pouvoir se retrouver, mais également un modèle économique qui va permettre aux exploitations d'assurer leur pérennité. Et c'est là effectivement que Territoire Conseil joue un rôle, accompagne la dynamique qui est mise en œuvre, met en place des chartes de coopération, par exemple. Ça fait partie des outils que l'on a développés pour pouvoir faire en sorte que l'on passe d'une intention, d'une volonté locale à laquelle tout le monde adhère finalement, dans les intentions, à un engagement effectif de l'ensemble des parties prenantes autour de la collectivité territoriale. C'est exactement ça que je voulais entendre. Merci beaucoup. Parce que là, vous avez très bien illustré le rôle essentiel d'ailleurs que vous menez. Les ingrédients sont là. Il suffit, entre guillemets, et c'est le plus difficile, mais de les connecter, de les mettre en action. Et vous avez parlé, in fine, d'agroécologie, de santé des sols, de santé, etc., etc. Et tout se coordonne pour participer à cette résilience alimentaire. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Dorian, parce que ça va faire le lien avec la question qui a été posée tout à l'heure. Vous êtes donc sur la collectivité, sur le plateau de Saclay. Donc là, on est quand même dans une zone relativement urbaine. Le foncier n'est pas très, très présent sur la collectivité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, quand on a discuté tous les deux au début, vous m'avez dit on ne peut pas tellement parler de résilience alimentaire parce que quand même, on n'a pas beaucoup de foncier disponible. Et pourtant, vous avez enchaîné direct en donnant d'excellents chiffres. Donc j'aimerais bien que vous les redisiez, ces chiffres, parce qu'ils émaillent tout un tas de facteurs qui fonctionnent très bien sur la collectivité de Saclay et qui illustrent bien que de rien, on peut arriver à quelque chose qui commence à vraiment tenir la route dans un regard de résilience alimentaire. Sachant que la résilience alimentaire, c'est pas l'autarcie. On va pas avoir notre foncier pour nos outils de transformation, pour notre consommation locale. L'ambition, c'est vraiment de faire le lien avec les territoires consommateurs ou producteurs en fonction de qui on est. Du coup, pour commencer sur la question des chiffres, alors Terricité est une structure un peu particulière puisqu'on est une association et du coup on n'est pas une collectivité et on regroupe du coup un ensemble, en fait toutes les collectivités du territoire sur lequel on intervient, mais également les agriculteurs, les associations et les autres acteurs du territoire. Et en ce sens-là, je pense que c'est vraiment représentatif de cette question de la confiance qui a été abordée plusieurs fois, d'une capacité à mettre les acteurs autour de la table en confiance sur ces questions-là sur le très long terme. Pour revenir sur la question des chiffres avant d'oublier, alors on a utilisé l'outil Cratère qui a été présenté tout à l'heure et l'outil Cratère nous a dit que si on convertissait l'ensemble du coup des terres agricoles de notre territoire uniquement en filière de proximité, on pouvait couvrir 3% des besoins alimentaires du territoire. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de terres agricoles, parce qu'on a la chance d'être sur un des territoires franciliens qui conserve une petite région agricole historique et significative en termes d'espace, à peu près 50% des espaces de notre territoire. Mais par contre, on a beaucoup de population. Le PAT, là, c'est l'équivalent de la population de Marseille. Donc du coup, on ne peut pas, avec ces surfaces agricoles-là, nourrir toutes ces populations. On part d'un territoire où, au début des années 2000, on avait quasiment que l'agriculture céréalière conventionnelle qui exportait sur les marchés mondiaux et nationaux. Et là, on est revenu dans une situation où aujourd'hui, on a 14% des surfaces qui sont destinées aux filières de proximité, ce qui est donc une évolution qui est extrêmement rapide, mais avec une marge de progression encore extrêmement forte. Mais par contre, on sait que même si on va au bout et qu'on arrivait, ce qui n'est pas souhaitable, je pense, parce qu'on a des terres qui sont très favorables à la céréaliculture, donc il faut aussi tirer parti de cet avantage-là, mais même si on allait au bout d'une conversion à 100%, on produirait que 3% de l'alimentation dont les 900 000 habitants du territoire ont besoin. Donc on sait que on n'aura jamais une résilience alimentaire locale. Et de toute façon, je pense qu'il y a peu de métropoles qui peuvent se le permettre, et surtout pas Paris, puisque les travaux de M. Abad ont montré que dès le XVIe siècle, Paris était très très dépendant de régions, même hors de France, pour son alimentation. Donc c'est complètement utopiste de vouloir relocaliser complètement les systèmes. Par contre, ça n'empêche pas de travailler sur une relocalisation des productions et d'aller aussi loin qu'on peut sur ces questions-là, parce qu'il y a des avantages qui vont bien au-delà simplement de l'arrivée de la nourriture, qui vont aussi dans une prise de conscience de comment fonctionnent ces systèmes, de comment est-ce qu'on peut les soutenir, etc. Quand c'est plus proche, ça a été dit précédemment et je trouve que c'est très juste, on comprend mieux et du coup on est mieux en capacité d'agir. Peut-être du coup, pour venir de manière un petit peu plus générale sur la question de fond de la table ronde, si vous me le permettez, la grande question, c'est comment on fait
pour améliorer du coup la résilience alimentaire et éventuellement les questions de transition agroécologique. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Chaque territoire a ses spécificités et ça va dépendre à chaque fois. Par contre, il y a des choses qui semblent quand même être des invariants. La première chose pour moi, c'est la question de la confiance. C'est la capacité à construire ensemble une confiance dans le fait d'avancer. Et là, du coup, ça veut dire qu'il faut que les acteurs se connaissent. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour le travail des cabinets de conseil, mais je pense qu'il y a des choses que les cabinets de conseil ne pourront jamais faire, qui est notamment ce travail sur le long terme de construire la confiance entre les acteurs des territoires. Et ça revient à ce que Julien Fausse a dit tout à l'heure sur le besoin d'animation territoriale et de le financer. Ça, c'est indispensable. Après, je ne fais pas tout, mais c'est une dimension indispensable. Après, il faut que ce soit articulé dans une vision et il faut que ça s'incarne concrètement dans des projets. Il y a un des points sur cette question de la confiance qui est extrêmement important à comprendre, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, ils se sentent quand même complètement à côté de la société. Pendant très longtemps, ils ont été majoritaires dans la population et aujourd'hui, c'est 3% de la population et encore, on sait qu'il y en a 50% où ça va être très difficile à renouveler dans les années à venir. Donc on n'arrivera à rien faire si on ne redonne pas une place à nos agriculteurs sur nos territoires et dans nos sociétés de manière plus générale. Ça veut dire qu'il faut partir de là où ils sont et pas arriver avec des idées préconçues de ce qu'ils doivent faire et commencer à leur expliquer leur vie alors qu'ils connaissent leur métier 1000 fois mieux que nous. Et ça, nous, on a la chance qu'à Terrecité, on n'a pas eu le choix parce que c'est eux qui ont fondé Terrecité. Donc c'est eux qui sont arrivés en disant, bah voilà, nous, on fait ça, on se pose la question de savoir si on va rester ou si on va partir, et à partir de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense que j'ai vu beaucoup d'exemples où il y a des gens qui ne sont pas agriculteurs, qui arrivent avec des grandes idées sur ce qu'il faut faire, et du coup ça parle pas du tout aux agriculteurs, et il y a des grands programmes, etc., qui capotent complètement parce qu'on réfléchit pas à la manière dont ça va se faire avec les acteurs locaux. C'est Esther Duflo qui dit que vous pouvez avoir tous les grands programmes du monde que vous voulez, si vous réfléchissez pas finement à la mise en œuvre, ça plantera. Voilà pour cette question de la confiance. Le foncier est bien sûr un élément important. Il n'y a pas besoin d'une maîtrise complète du foncier, mais il y a besoin d'une visibilité sur le foncier, parce que c'est ça qui va permettre aux acteurs de se projeter à terme. Et après, à partir de ça, comment on fait dans le concret? Nous, la méthode qu'on a choisie, c'est de tout faire en même temps. Parce qu'en fait, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est un ensemble systémique, tout est lié, et donc du coup, il faut travailler à la fois sur les approvisionnements, sur la production, sur le foncier, sur la pédagogie, etc. Ça demande du coup pas mal de ressources, mais c'est ça qui fait qu'en fait, on va faire bouger ensemble tous les éléments du système et qu'au final, le système change. Si vous allez très loin sur un facteur sans toucher aux autres, il y a un petit bout qui changera, mais le système, il changera jamais. Et la dernière chose, c'est qu'il faut ancrer ça dans du concret. Et nous, on n'a pas eu le choix, parce que personne nous avait missionné pour faire ce qu'on avait fait, donc on a dû démontrer très concrètement que tous ces trucs étaient importants. Donc on est parti sur des toutes petites choses au départ. On a fait une visite, machin, une introduction de produits locaux dans telle cantine, mais le fait qu'il y ait du concret, ça nourrit l'enthousiasme des acteurs. Parce que si on parle que de grands plans et de grandes visions théoriques, ça va parler aux gens qui sont habitués à manier des grands plans et des visions théoriques, mais ça va pas parler aux agriculteurs qui sont censés investir dans un changement de leur outil de production très concrètement. Et donc du coup, il faut nourrir de concret et des allers-retours comme ça, fréquents en fait, entre de la réalisation concrète et du retour sur la vision stratégique qui va évoluer au fur et à mesure de ces réalisations concrètes. Et du coup, là, par contre, on peut arriver à des changements qui sont vraiment structurants et à des choses, d'ailleurs, auxquelles on ne s'attendait pas du tout au départ. Sur le plateau de Saclay, on a une base, comme je disais tout à l'heure, d'agriculture céréalière conventionnelle. Il y a encore 5 ans, parler de haies, c'était prendre le risque de se faire mettre à la porte de la ferme, assez manu militari. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des agriculteurs qui sont engagés dans le programme de plantation de haies, y compris des acteurs céréaliers de grande ampleur, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé, et on a cet aller-retour du coup entre l'action et la planification qui nous amène maintenant à avoir une vision intégrée où on va assez loin sur ces sujets-là. Et ça amène d'autres sujets qui sont extrêmement structurant en termes de résilience, c'est que sur la question des intrants qui a été évoquée au tout début, je ne sais plus... les greniers d'abondance. Par les greniers d'abondance. Par François, oui, merci. En fait, on s'est rendu compte sur le plateau de Saclay, en faisant discuter les différents acteurs, qu'on avait beaucoup de populations urbaines qui étaient en fait, en termes de cycle d'azote, parce qu'on a fait une analyse des flux de cycle d'azote sur le territoire, complètement déconnectés de l'agriculture. Et du coup, on s'est dit... qu'est-ce qui pourrait relier ça? Et est venue la question de la récupération et de la réutilisation des urines. On a réussi à convaincre l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui est l'aménageur des 4 grandes ZAC de l'opération Paris-Saclay, qui avait des choses intéressantes là-dedans. Et aujourd'hui, il y a la ZAC de Corbeville qui va être équipée du coup en récupération globale sur toutes les zones de bureau des urines. Et ils sont en train de réfléchir à voir s'ils peuvent aller un petit peu plus loin. Et là, du coup,
on peut arriver sur des choses qui impliquent vraiment un changement systémique dans le fonctionnement du territoire. Parce que la grande source d'import d'azote sur le territoire, c'est les intrants azotés. Là, avec la guerre en Ukraine, les agriculteurs ont compris que c'était pas des blagues, qu'en fait les prix ont fait entre x4 et x8 en quelques mois. Et la question de la variabilité même des prix et de la dépendance du coup à des cours mondiaux est extrêmement déstabilisante pour eux. Parce qu'ils savent que s'il y a cette variabilité, même si ça va bien à un moment, ils ne peuvent pas en fait faire leurs investissements et se projeter dans l'avenir de manière satisfaisante. Merci Dorian. J'avais même pas besoin de poser mes questions, tout y est, avec enthousiasme. Vous m'aviez posé les questions à l'avance. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci. Je pense que plus personne n'hésite à se lancer dans un PAT après une description pareille. Merci beaucoup. Je vais faire la transition avec Yann, donc un autre type de territoire, beaucoup plus rural. Et alors Yann, pardon, le temps nous est aussi un peu compté, mais je crois que Dorian a dit beaucoup de choses quand on a préparé. Je crois que vous êtes d'accord avec énormément d'éléments. Est-ce que vous seriez d'accord pour parler essentiellement dans ce que Dorian vient de dire, de tirer toutes les ficelles en même temps, le travail que vous faites avec brio, je dois reconnaître, sur la filière bovine, avec la triple approche dont vous m'avez parlé, environnementale, économique, territoriale, pour, encore une fois, illustrer ce qu'un PAT est en capacité de porter de façon très concrète. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Parce que du coup, j'ai pas... Oui, c'est bien, pas de problème. Tout le monde vous entend, merci. Très bien. Oui, donc pour recontextualiser très rapidement, effectivement, donc nous, on est sur un territoire dans le Cantal avec une très faible densité de population, avec une activité agricole prépondérante et orientée principalement vers l'élevage, donc dans un territoire de montagne constitué principalement de prairies naturelles. Aujourd'hui, on a un élevage qui est orienté vers la production de broutard, donc c'est un bovin de 10 mois qui est exporté à l'étranger, notamment en Italie, pour être engraissé dans ces pays-là, alors qu'on a des outils tels qu'un abattoir sur le territoire. Donc nous, en tant que communauté de communes, on s'est lancé dans l'accompagnement d'un groupe d'éleveurs avec qui on travaillait sur le maintien des prairies naturelles, afin effectivement, avec une entrée économique de création de filières, de valoriser les prairies naturelles pour les maintenir sur le territoire, parce qu'elle sait qu'elles permettent un maintien de la qualité de l'eau, de la biodiversité notamment, et qu'il y a un besoin de les valoriser, de créer de la valeur ajoutée, notamment donc, via la création d'une filière, afin de leur redonner de l'importance et de les maintenir sur le territoire. Donc, en tant que communauté de communes, on a un rôle avant tout d'accompagnateur. Donc, accompagner le groupe d'éleveurs, faire de l'animation, constituer le groupe, organiser un grand nombre de réunions pour les fédérer, identifier ce qui peut les rassembler en termes d'idées, en termes d'éléments à valoriser sur leur exploitation, communiquer sur leur exploitation. Les former aussi, que ce soit sur l'aspect économique, environnemental, agronomique. Et un autre aspect vraiment important, au-delà de l'accompagnement de ce groupe d'éleveurs, c'est de créer du lien entre ce groupe d'éleveurs et les autres acteurs économiques de la filière. Donc dans notre situation, très concrètement, l'abattoir qui est sur notre territoire en régie municipale, doté d'un atelier de découpe, les bouchers qui sont sur notre territoire, voire au-delà, les supermarchés également, et la restauration collective aussi que l'on accompagne aussi dans le cadre de notre PAT. Donc il y a vraiment une articulation aussi entre la création de cette filière et l'accompagnement de la restauration collective vers un approvisionnement plus local, donc vers une alimentation plus durable. Et donc accompagner le consommateur vers plus de traçabilité sur son produit, donc dans notre cas principalement les convives de la restauration collective, en garantissant via l'élaboration d'une filière de qualité un cahier des charges autour d'une alimentation à base de prairies naturelles, d'un abattage local, et donc de pratiques vertueuses dans l'ensemble au niveau environnemental et qui permettent donc d'assurer une meilleure résilience alimentaire.
Merci beaucoup Yann. Et puis peut-être un dernier point. Quand on a préparé l'échange, vous m'avez dit que la collectivité donc, avait investi dans cet abattoir et on a eu tout un échange sur où s'arrête le rôle de la collectivité, où commence celui des acteurs économiques et c'est un peu du cas par cas. Est-ce que vous pouvez illustrer ? Oui, tout à fait. Donc, de notre côté, donc, on a un abattoir sur le territoire qui est actuellement en régie municipale, donc qui a été menacé de fermeture il y a quelques années et pour lequel la communauté de communes donc, a investi pour le remettre aux normes et donc le maintenir dans l'idée justement d'en faire un outil au service de développement de filières locales, donc en faire au-delà d'un outil simplement de prestation d'abattage, en faire un véritable pôle pour aussi la transformation, voire la commercialisation. Et c'est là que se pose la question de où s'arrête le rôle effectivement de la collectivité, puisque faire de la, faire de la commercialisation, ça va forcément être le rôle de la collectivité. Donc nous, dans notre cas, l'idée c'est que la collectivité crée un cadre facilitateur entre les éleveurs, l'abattoir et potentiellement des porteurs de projets qui, eux, gèrent la commercialisation, la transformation, la planification avec les éleveurs aussi sur l'année. Puisque la collectivité n'a pas vocation à gérer vraiment la commercialisation. L'idée, c'est de créer du lien entre les différents acteurs, d'initier le projet et que ensuite la filière prenne son indépendance et son autonomie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez un panel de pas mal d'actions qui sont capables et possibles plutôt de mettre en place. Merci beaucoup à nos interlocuteurs. Est-ce qu'il y a quelques questions à distance ou dans la salle? Oui, moi je vais faire remonter peut-être juste une dernière question là, à distance parce que le temps passe très vite. 2 questions en fait, mais qui se ressemblent pas mal, qui sont une première question sur comment lier les PAT et les filières longues. Et une autre question, comment mobiliser les réseaux de distribution alimentaire plus classiques et qui représentent la majorité de cette question de l'approvisionnement avec les pâtes, les apparitions dans les PAT sont timides. Voilà ce qu'on nous dit en ligne. Sylvain, vous voulez répondre à la première question? On comment repose la lier question. Les PAT et les filières longues. Relier les PAT ou la... Alors, je peux répondre. Je vais répondre. Allez, je vais mettre ma casquette CNRA. Sans filière longue, il n'y a pas de PAT, il n'y a pas de résilience alimentaire. Donc, en fait, on est obligé. La résilience alimentaire, c'est le lien entre les circuits courts et les circuits longs. On ne va pas faire l'impasse. Vous n'allez pas faire l'impasse sur le chocolat et le café qu'on consomme tous les matins. Donc, ça, c'est un exemple comme un autre. Mais la résilience alimentaire, elle s'appuie sur cet outil que présentent les PAT et les PAT, ces marques qui en a parlé tout à l'heure, il y en a de plus en plus qui sont des PAIT, et de plus en plus ils ont vocation à s'interconnecter les uns avec les autres sur des filières semi-longues, voire des filières longues. Donc je pense que c'est un élément de réponse assez... Oui, peut-être pour compléter justement sur cet aspect-là, il y a l'idée aussi de faire en sorte que les PAT ne soient pas uniquement des démarches très, très locales, notamment à l'échelle des territoires ruraux, mais qu'on puisse aussi faire des interconnexions avec les territoires urbains, construire des coopérations horizontales. On commence à voir des initiatives de cette nature émerger sur les territoires, notamment sur les questions alimentaires, mais pas que. Mais c'est encore une voie qui reste à creuser. Là, on sort complètement des cadres institutionnels classiques, très verticaux, que l'on connaît bien dans notre pays. Et il faut inventer justement d'autres formes de coopération horizontale. Et là, on est encore, je pense, on dans y les travaille au balbutiements. CNRA. Ouais. Justement avec les régions pour faire le lien entre les territoires producteurs, consommateurs et le lien avec les autres enjeux des régions. Et il y avait une autre question, je crois, où on a répondu aux questions de Zan. Je pense que vous avez répondu aux 2 questions. Merci. Juste, alors, j'ai pas la prétention, je pense que Marc aurait sûrement une vision beaucoup plus complète que moi pour répondre à cette question, mais moi, de ce que j'ai vu, honnêtement, tout le monde a cette intention-là,
mais honnêtement, c'est extrêmement difficile et je ne connais pas de personne qui ait trouvé une articulation satisfaisante. Je ne sais pas vous citer, peut-être que Marc saura en citer, moi je ne sais pas vous citer un PAT qui ait réussi un travail satisfaisant sur cette articulation entre filière longue et filière courte. Je pense que la filière alimentaire, de manière générale, a été confrontée à pas mal de changements ces derniers temps avec le Covid, Egalim, etc. Et que leur préoccupation, c'est pas aujourd'hui, honnêtement, du tout de travailler sérieusement sur ces sujets-là. En tout cas, moi, j'en ai pas vu d'exemple concret aujourd'hui en France. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu. Et nous, on constate, c'est une forme de désarroi. On sait qu'on a un immense chantier là-dessus, parce qu'on sait qu'il faut qu'on travaille sur 97% des approvisionnements alimentaires sur lesquels on n'aura jamais la main. Et honnêtement, on ne sait pas comment faire, et je ne sais pas s'il y a grand monde qui sait vraiment comment faire. Aujourd'hui, il y a quand même des acteurs des filières longues qui commencent à s'intéresser au PAT, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Est-ce qu'il y a encore des questions ? 18h04, on est quand même très bon. Merci à nous. Donc, merci beaucoup. Un grand merci Hermine d'avoir animé ces 2 tables rondes. Merci à tous les intervenants. Je vais dire un tout petit mot de conclusion, mais on nous fait signe qu'il faut accélérer. On voulait simplement déjà vous remercier, à vous tous qui êtes là en physique, parce que malgré la journée de grève, c'était pas évident de nous rejoindre. Et merci à tous ceux qui sont en ligne également connectés. Merci à l'équipe du Hub aussi pour la technique, la logistique et leur appui. Et simplement, je ne pourrais pas faire une synthèse, mais moi j'ai retenu quelques mots-clés que je partage parce que je trouvais ça inspirant. Confiance, mettre les acteurs autour de la table, mettre du lien, le dialogue territorial, aligner les intérêts, et puis cette notion de microbiote alimentaire de territoire que je trouve très intéressante, et plus globalement une approche systémique, voire écosystémique, qui finalement revient pas mal dans les échanges qu'on a eus cet après-midi. Donc merci à tous, et l'idée c'est aussi de pouvoir poursuivre à l'issue de ce webinaire en physique pour ceux qui sont là, pour poursuivre les échanges, et simplement vous dire qu'on a d'autres rendez-vous tout au long de l'année. Donc on vous a mis les dates et les thématiques sur le slide. Ça va parler agriculture urbaine en avril, foncier agricole qui a été aussi une thématique largement abordée aujourd'hui. On fera un focus plus spécifique le 8 juin, et puis on s'intéressera peut-être à la structuration de filières locales et en lien avec la restauration collective plus spécifiquement en septembre, mais sans oublier la dimension également cohésion sociale, inclusion, comment également repenser le système alimentaire pour le rendre plus inclusif. Ce sera notre dernière séquence en novembre. Donc on vous invite à vous inscrire bien sûr, et on espère avoir l'occasion de poursuivre tous ces échanges tout au long de l'année. Donc encore un grand merci à tous et bonne soirée.